Nous allons commencer par Monsieur Francis Pinault, qui est donc ingénieur de formation, qui a fondé en 2009 HipLife, société de conseil en propriété industrielle. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, on va essayer de... Alors, c'est pas grave. On va essayer en quelques mots de vous parler de la propriété industrielle parce que je pense que c'est un souci important pour les TPE et les PME dans la mesure où très rarement elles se préoccupent de défendre leurs valeurs. Donc la première chose, c'est de situer le contexte. Il est évident qu'une société qui se crée en général a d'abord une idée, elle a un concept. Malheureusement, souvent, elle ne le protège pas. Le protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire être conscient de la valeur de son idée, de la valeur de la création de son modèle, de la valeur de la création même de son produit. Et pour le défendre, il faut savoir que si vous ne le protégez pas, eh bien qu'il peut être copié et bien entendu, vous perdez la valeur. Et la valeur se mesure aussi bien sur les marques, les modèles, ou sur les brevets qui sont liés aux inventions qui peuvent être faites dans vos entreprises. Alors, on va d'abord situer un petit peu la différence parce que souvent, on confond propriété industrielle et propriété littéraire artistique. Ce slide qui vient de l'INPI est très bien fait et sépare assez facilement la propriété industrielle qui concerne les créations techniques, les brevets, mais aussi des créations avec les marques et les modèles. Un styliste, un couturier va créer un modèle, un fabricant d'objets va créer également un modèle. Une œuvre artistique, à l'opposé, est une œuvre littéraire, est une œuvre artistique au sens de la peinture ou de la sculpture, ou encore une musique. On va parler surtout ce soir de la propriété industrielle, qui concerne principalement les PME et les TPE. Donc, la première chose est la marque. La marque, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, finalement, va être la photographie universelle de votre société. Elle est répandue à la fois sur Internet. Aujourd'hui, on voit tellement facilement la capacité des gens à repérer votre entreprise à travers votre nom, puisque souvent, il est associé à votre site Internet. Donc, déposer la marque, c'est très facile. Aujourd'hui, ça se fait en quelques clics à partir d'Internet. L'INPI vous délivre immédiatement un certificat de création. Pour moins de 200 €, vous savez déposer votre marque et votre nom donc, de domaine associé, quelque part. Donc moi, mon conseil, en tout cas, c'est en même temps de déposer le nom de votre société, c'est de déposer, si possible, le logo, qui va être aussi l'image graphique. L'image graphique associée à votre nom renforce sa protection, notamment au niveau international. Il ne faut pas oublier également que si vous décidez de protéger votre nom, cette protection ne va pas s'étendre à l'étranger. Il faudra faire des démarches de protection à l'étranger plus tard qui peuvent être relativement coûteuses si vous décidez de protéger au niveau mondial. Ensuite, le modèle. Donc, on a besoin d'enregistrer ces modèles. Donc, s'enregistrer ces modèles, ça veut dire être capable de matérialiser qu'est-ce qu'est mon modèle, qu'est-ce qu'est mon objet à travers la représentation d'un dessin. Et ce dessin va être la preuve de dépôt de finalement votre modèle et votre marque, votre objet. On va donc matérialiser à travers des dessins, si possible, d'une manière qui peuvent être représentées aussi par des photographies. Et plus il y aura de photographies, plus votre protection sera étendue. Le coût également est très faible, donc il ne faut pas hésiter à faire ces dépôts de modèles. Et donc pour les TPE notamment, quand elles ont souvent des présentations d'objets, c'est très important d'essayer de les protéger avant d'être copiés. Le brevet, qui est principalement l'activité que conduit aujourd'hui HipLife, qui consiste à essayer d'aider les entreprises à protéger leurs idées. Alors, protéger leurs idées à travers des réalisations. Un brevet, c'est d'abord la description d'un procédé ou la description d'un équipement
qui réalise une fonction et on va décrire complètement à travers le brevet ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on obtient une bonne protection. Mais pour d'abord savoir s'il y a matière à protection, il faut se poser la question de savoir est-ce que mon idée est brevetable, est-ce qu'elle a une valeur, est-ce qu'elle n'a pas déjà été finalement divulguée soit en France, soit à l'étranger. Donc on va procéder par des étapes qui sont la faisabilité générale, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de déposer un brevet sur l'idée ou sur le concept que l'on a. Est-ce que c'est brevetable ou valorisable? Parce que bien souvent, je rencontre des gens qui me disent « moi j'ai une super idée, mais malheureusement, à la lumière du droit des brevets, on s'aperçoit que ce n'est pas brevetable ». Donc la première analyse qui va permettre de déterminer si votre idée est brevetable ou protégeable est très importante. L'état de l'art antérieur va consister à faire le panorama de ce qui existe par le monde et qui s'approche le plus possible de votre contexte, de votre idée, sans en être justement la copie conforme. Et c'est là qu'on va faire la différence entre ce qui reste de brevetable ou ce qui n'est pas protégeable. Et souvent, dans les analyses que je fais pour des startups ou pour des jeunes entreprises, il m'est arrivé de les conseiller, soit pour étendre leurs idées, soit pour être capable d'améliorer leurs idées au sens du brevet, non pas au sens de ce qu'ils vont commercialiser, mais au sens du brevet. Si on n'a pas envie tout de suite de commercialiser, par exemple, un produit qui va être avec une fonctionnalité limitée, ça n'empêche pas d'étendre sa valeur sur le brevet pour imaginer d'autres variations. Et c'est comme ça qu'on étend la protection d'un concept, d'une idée ou d'un produit. L'identification des domaines d'application est très importante également. Est-ce que votre idée, elle s'applique au domaine du multimédia ou est-ce que ça va s'appliquer sur le domaine littéraire, par exemple, et sur le domaine de la vidéo? Il va falloir faire cette différence pour savoir quel est le domaine d'application. Est-ce que le domaine que je vois dans le domaine de l'énergie, est-ce que ce brevet ou ce concept serait valable pour un domaine complètement différent dans l'agriculture? Donc étendre aussi la valeur de l'idée et la valeur du concept sur la partie des domaines d'application. Élaborer aussi une stratégie de dépôt. Pourquoi est-ce que c'est mon intérêt de déposer tout de suite, de manière étendue, en worldwide, un brevet? Ou est-ce que d'abord je vais essayer d'économiser un peu d'argent, parce que ça vaut de l'argent, déposer en France d'abord, essayer d'obtenir ma protection en France, et ensuite étendre en Europe, puis aux US. Donc, et éventuellement dans d'autres pays, suivant évidemment l'endroit où on veut commercialiser ces produits. Donc la stratégie de dépôt, c'est ça qu'on appelle une stratégie de dépôt, c'est définir quels sont les types de démarches qu'on va entreprendre pour proposer, parce qu'on fait toujours une demande, le brevet à différents organismes qui vont être en France, en Europe et ensuite à l'étranger. Au niveau d'un brevet, on a plusieurs interlocuteurs. L'interlocuteur, c'est souvent l'inventeur, le premier, qui a une idée géniale, mais qui ne sait pas très bien l'exprimer. Il ne sait pas l'exprimer en termes, en tout cas, de langage de brevet. Donc, on va être amené à l'aider à formaliser cette idée dans un langage plus, je dirais, consommable par l'ingénieur brevet. Le conseil en propriété industrielle, donc lui, est un professionnel, donc il a été diplômé, il sait rédiger un brevet dans le langage du droit des brevets. Et c'est ça qui fait sa différence par rapport à un expert technique qui, lui, va essayer de déterminer si l'idée est brevetable, si elle est valorisable et si l'état de l'art antérieur fait que son idée peut être protégée. À l'inverse, un avocat peut être aussi un interlocuteur dans le domaine du droit des brevets parce que c'est lui qui va intervenir en justice au cas où une contrefaçon, qui va être constatée à partir du brevet, va exister. Donc c'est très important aussi de voir la relation entre les experts techniques, qui par exemple font partie de la mission d'IP Life, qui vont alimenter à la fois les conseils en propriété intellectuelle et aussi les avocats. Et puis, le dernier je dirais, interlocuteur classique, ce sont les organismes qui reçoivent les demandes et qui vont faire toute la démarche et la procédure pour valider le brevet. Donc, ne pas oublier qu'un brevet, c'est long.
Obtenir une délivrance d'un brevet, c'est 5 ans minimum, entre, on va dire, 3 et 5 ans. 3 ans, c'est vraiment exceptionnel d'obtenir la délivrance d'un brevet. Souvent, c'est 5 ans minimum, et donc ça veut dire que sa rentabilité commerciale, on ne la voit qu'au bout d'un temps qui est quand même assez long. À l'inverse, dès le dépôt, ça peut être une valeur pour un investissement. C'est-à-dire, pour un investisseur, si vous avez une TPE ou une PME et que vous décidez d'aller chercher des investisseurs, savoir que votre entreprise a protégé ses idées, ça va être une valeur pour l'investisseur. Au bout de 4-5 ans, on sait que si l'entreprise a normalement cru, à ce moment-là, la valeur du brevet va renforcer ses assets. Donc, ne pas oublier que la valeur d'un brevet, ça peut être pour l'investissement, pour la protection, et puis la dernière facilité pour un brevet, c'est aussi de servir à ce qu'on appelle le licensing. C'est-à-dire que si vous déposez un brevet, vous pouvez toujours proposer votre brevet à une entreprise qui va l'utiliser pour ses propres fabrications. C'est ce qu'on appelle obtenir des licences de brevets. Aujourd'hui, vous avez des affaires, vous en voyez tous les jours dans la presse. La dernière en date, par exemple, entre Apple et puis HTC. Donc Apple qui réclame des subsides à HTC parce qu'ils disent à HTC, qui est fabricant de radiotéléphones mobiles, vous contrefaisez mes brevets. Donc c'est des sommes qui peuvent être colossales dans la mesure où des fabricants, par exemple, de radiotéléphones font des quantités très importantes de produits. Voilà, pour ma part, j'ai terminé. Si vous avez des questions sur la propriété, la manière dont je peux vous aider, en tout cas, à formaliser certaines de vos idées, à savoir si elles sont protégeables, n'hésitez pas à me voir de l'autre côté. Voilà.